Alors bonjour, ici Micheline Bourque dans le cadre du Sommet du livre Affaires 2016. Je suis extrêmement heureuse d'être ici à Lyon, France. Oui, Lyon, France, pour venir à la rencontre de deux hommes que je prends plaisir à connaître. Premièrement, Patrick Coquart, qui va faire l'entrevue avec M. Philippe Zilberzan. Pour savoir qui sont ces gentils messieurs, je vais leur demander de se présenter. Alors, on va commencer avec l'auteur invité, M. Philippe Zilberzan. Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, Philippe Zilberzan, moi je suis professeur donc, à EM Lyon Business School, donc à Lyon, comme vous l'avez dit. J'enseigne l'innovation et l'entrepreneuriat et je suis ancien entrepreneur, donc j'ai pratiqué l'innovation avant de faire des recherches sur le sujet et de l'enseigner. Okay. Aujourd'hui, on va parler de votre ouvrage « Relever le défi de l'innovation », mais ce n'est pas votre seul ouvrage. Vous avez déjà publié quelques ouvrages, n'est-ce pas? Peut-être qu'on peut en profiter pour les mentionner. Alors, j'ai effectivement publié précédemment deux ouvrages sur l'innovation, un en français et un en anglais, et un ouvrage sur l'entrepreneuriat qui s'appelle « Effectuation ». L'effectuation, c'est une approche entrepreneuriale nouvelle dans laquelle l'entrepreneur apprend à constituer son projet au fur et à mesure plutôt que de démarrer avec une vision d'entrée de jeu. L'effectuation, c'est une approche entrepreneuriale qui gagne aujourd'hui beaucoup en popularité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre il y a un an pour la présenter. Excellent, merci encore une fois. On va revenir à vous. Et si on est ici, c'est grâce à ce monsieur, monsieur Patrick Coquart, qui m'a fait découvrir toutes sortes de livres issus ici de la France. Et après un petit jeu fort sympathique, on a décidé toutes les deux qu'on voudrait présenter dans le cadre du sommet le livre de monsieur Zilberzan. Alors, Patrick Coquart, prenez l'occasion et dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Eh ben moi, je suis consultant en management et ressources humaines, enfin plutôt ressources humaines d'ailleurs, relations sociales, etc. Je m'intéresse beaucoup aux ouvrages qui paraissent en français sur toutes ces questions. Et donc, je suis toujours en veille. Et donc, quand j'ai contacté Micheline pour lui demander si je pouvais être, est-ce qu'on peut dire le mot correspondant du club en France? Mon premier correspondant. Voilà, donc j'avais déjà quelques ouvrages en tête et on a fait, comme vous l'avez dit, une sélection assez... Mais il y avait vraiment un très bon choix. Il y avait une compétition assez dure. Assez dure, c'était dur, oui, mais on a eu beaucoup de plaisir. Oui, merci d'être là. Donc, on va le montrer en photo. Bien sûr, toute l'information sera disponible sur le site web. Donc, il s'agit de relever le défi de l'innovation de rupture. Tout frais sur les étagères. Ça a été publié en novembre 2015. Oui, il y a quelques mois. C'est un ouvrage qui a été publié chez Pearson. Je pense que c'est votre deuxième ouvrage avec Pearson. C'est mon deuxième chez Pearson, absolument. Oui. Alors, on vous donnera d'autres informations sur tout ça. Je ne change pas une équipe qui gagne. Bon, ben voilà, c'est pas moi qui l'a dit. Alors, pour animer la discussion, j'ai demandé à M. Patrick Coquart, bien sûr, de se préparer, de préparer de très bonnes questions. C'est lui qui va diriger l'ensemble des questions. Donc, sans plus tarder, on met M. Zilberzan au défi. On y va avec une première question. Alors, vous dites dans votre ouvrage que vous présentez un peu les travaux de Clayton Christensen, des travaux qui sont un peu éparpillés dans plusieurs ouvrages, articles, etc., puisqu'il n'y a pas de synthèse de tous ces travaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu qui est ce professeur à Harvard? Alors effectivement, Christensen, c'est un professeur à Harvard qui a été entrepreneur avant d'être professeur et qui s'est intéressé aux évolutions de leadership dans une industrie quand il y avait des situations de rupture. Et en fait, dans sa thèse de doctorat, qui est le premier travail qu'il a fait sur la question, il a observé que dans le processus d'innovation, les leaders en place réussissaient quand l'innovation était continue, c'est-à-dire que quand il s'agissait d'améliorer ses produits en termes de performance, mais perdaient leur leadership en situation de rupture, c'est-à-dire quand on introduisait de nouveaux produits, de nouveaux critères de performance. Donc il est le premier à avoir introduit cette distinction entre l'innovation continue et l'innovation de rupture. Pas tellement que le concept soit nouveau, mais surtout de montrer qu'il était important parce que la situation de rupture entraînait un changement de leadership. Et donc évidemment, après, il s'est demandé ce qui expliquait ce changement de leadership et il a développé des théories qui me semblent très intéressantes. Alors, vous l'avez dit, une des difficultés dans
dans l'appréhension de son travail, c'est que sa théorie, en fait, s'est développée au cours de plusieurs ouvrages, qu'elle a évolué au cours du temps, et donc quelqu'un qui voudrait l'appréhender devrait en quelque sorte relire son premier livre, son deuxième, son troisième, etc., pour refaire une synthèse. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre en disant je vais moi faire cette synthèse-là pour qu'on puisse avoir sa théorie, son travail d'un seul coup. Juste pour ça aussi, est-ce que c'était aussi parce que ce n'était pas disponible en français? Alors voilà, ça c'est la deuxième raison effectivement, c'est que de manière étonnante, mais c'est aussi le cas pour pas mal d'ouvrages importants, il n'a pas été traduit en français. Alors il y a un ouvrage qui a été traduit en français, mais qui est un ouvrage qui a été écrit par d'autres avec lui, auquel il a apporté sa caution, mais sur un sujet un peu connexe. Mais en tout cas, c'est 2 ou 3 ouvrages principaux sur l'innovation de rupture n'ont pas été traduits en français, pardon. Et donc, évidemment, pour un public francophone, c'est très difficile, puisque c'est quand même des ouvrages qui sont parfois assez ardus. Et en tout cas, évidemment, ça limite beaucoup la diffusion de ces concepts, qui pourtant sont quand même très importants. Vous avez dit qu'il n'était pas traduit en français, mais est-ce que pour autant sa pensée est connue? Alors, sa pensée est très connue aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. mais en France. Alors, dans le monde anglo-saxon, oui. En France, beaucoup moins. Alors, il y a bien évidemment certains universitaires qui la connaissent, certains consultants qui la connaissent, bien sûr. En gros, des gens qui sont à l'aise avec la langue anglaise, en général, l'ont lu et l'apprécient. Mais là encore, effectivement, la barrière de la langue fait qu'il n'est pas assez connu, à mon sens. Et l'expérience que j'ai, c'est que quand je présente ces travaux auprès d'entreprises, dans des séminaires ou dans des conférences, l'écho est très important. Les gens se disent, on a une clé de lecture qui nous permet de comprendre les difficultés auxquelles on fait face. Et c'est toujours assez impressionnant de voir ce que les Anglais appellent le aha moment, où les gens se disent, ah, effectivement, ça explique pourquoi on a des difficultés, etc. Et ça le fait quand même très souvent. Donc il y a un vrai intérêt à traduire ces travaux en français. Alors, sans pour autant s'étendre sur ce cas, vous ouvrez un peu l'ouvrage en parlant de Kodak, oui, qui est un peu un exemple emblématique d'une entreprise qui a raté la rupture. Et vous évoquez notamment le dilemme de l'innovateur. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, le dilemme de l'innovateur, c'est l'expression de Christiansen. Hein. C'est d'ailleurs le titre de son premier ouvrage. Et ce qu'il explique, c'est que les entreprises qui échouent face aux ruptures, c'est rarement parce qu'elles l'ont ignoré, c'est rarement parce qu'elles n'avaient pas les compétences, c'est rarement parce qu'elles ont été prises par surprise. Mais c'est qu'en fait, une entreprise existante est donc confrontée à ce dilemme qui est le suivant, qui est que si elles embrassent la rupture, elles mettent en danger leur activité actuelle pour quelque chose qui peut-être ne donnera rien. Inversement, si elles préfèrent protéger leur activité actuelle, elles prennent le risque de laisser passer la grande opportunité d'innovation de rupture. Et Kodak est intéressant parce que c'est, vous l'avez dit, c'est le cas emblématique, et c'est pour ça que j'ai passé le début de l'ouvrage sur ce cas, parce que Kodak disparaît à cause, évidemment, du numérique. Ce qui est intéressant, c'est que Kodak a inventé le numérique, c'est quand même eux qui ont inventé le premier appareil photo numérique. C'est quand même eux qui ont introduit commercialement les premiers appareils photo numériques. Donc ils étaient à l'initiative de cette révolution, ils l'ont conduite, ils en étaient les leaders, et pourtant ça les a tués. Et en fait, quand on regarde la réalité de Kodak, c'est exactement le dilemme, c'est-à-dire qu'ils avaient une activité d'appareil photo numérique, puisqu'ils étaient parfaitement conscients que ça allait être le mode dominant, mais ils ont été réticents, et on peut les comprendre, à remettre en cause leur business de l'époque, qui étaient les films, qui étaient extrêmement rentables. On oublie souvent que le business de la photo argentique a été en croissance jusqu'en 2001. Donc effectivement, vous êtes avec votre activité dominante, vous ne voulez pas prendre le risque, au fond c'est une question de gestion de risque, vous ne voulez pas prendre le risque de mettre en question, en danger votre activité actuelle.
Donc vous donnez quelques ressources pour l'activité future, mais le gros de vos ressources, de votre attention managériale, de votre effort reste sur votre business actuel. Et donc ça se fait évidemment aux dépens de l'activité future. On peut dire que l'entreprise préfère tenir que courir, comme on dirait, exactement. ce qui est en fait un bon principe ce qui est de très gestion. rationnel. Ce qui est très rationnel. La grande difficulté, c'est qu'ils ont eu une action très rationnelle. Ils préféraient tenir, et votre expression est tout à fait correcte. Si on se met à la place du PDG de Kodak, c'est un exercice que je fais très souvent, je dis aux gens, voilà, on est en 95, vous êtes le PDG de Kodak. Vous savez que le numérique, c'est l'avenir, et donc vous dites, je suis visionnaire, et donc on va mettre le paquet sur le numérique. Si vous faites ça, vous mettez le paquet sur un marché qui est encore très petit, et par contre, vous sacrifiez tout de suite votre activité actuelle. Donc vous allez tout de suite perdre des parts de marché, et donc, en gros, le cours de l'action va s'effondrer et vous allez être licencié très rapidement. Et donc, rationnellement, vous ne pouvez pas mettre en danger votre activité actuelle. Et donc, vous faites ce que font les acteurs traditionnellement quand ils sont confrontés au dilemme. Vous temporisez, vous patientez. Vous dites, bon, on investit un petit peu, mais on défend quand même notre cœur de métier, notre activité actuelle. Et donc, on retarde, on dit, bah, on le fera demain ou la semaine prochaine ou l'année prochaine. Et on voit bien la différence entre savoir que le numérique, c'est l'avenir, et l'action, l'allocation de ressources qui fait qu'on ne peut pas sacrifier notre activité actuelle. Oui, je pense que la prochaine question va faire un bon point avec la mienne. C'est définir un peu qu'est-ce que c'est l'innovation de rupture, oui. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expression, mais je pense que votre prochaine question est tout à fait appropriée pour aller vers ce sens-là. Alors l'innovation de rupture, effectivement, c'est... En tout cas, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'évoquais tout à l'heure que les définitions ont un petit peu évolué au cours du temps, mais on définit une innovation de rupture comme une innovation qui nécessite un modèle d'affaires, un business model différent. Je vous donne un exemple très simple, celui de Nespresso, hein, donc évidemment le produit de Nestlé, qui est une très très grande réussite commerciale. Le métier traditionnel de Nestlé, c'est, je simplifie à l'extrême, mais c'est de vendre du café dans des sachets via des supermarchés. Arrive Nespresso, qui est une machine à café, donc Nestlé doit concevoir une machine à café, ce qui est entièrement nouveau pour eux. Et pour des raisons de fraîcheur de capsules, va en fait avoir des magasins en direct. Et donc on voit bien que le modèle d'affaires de Nespresso est différent du modèle d'affaires traditionnel de Nestlé. Dans un cas, on est en direct, dans l'autre, on est indirect, on a des machines, dans l'autre, on n'a pas de machines, ce sont des capsules, etc. etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles Nestlé a eu beaucoup de difficultés à réussir avec Nespresso. On ne le sait pas forcément, mais Nespresso a mis 21 ans avant d'atteindre son point mort, hein, ce qui est quand même très long pour un projet d'innovation. Voilà, donc une innovation de rupture, c'est une innovation qui nécessite un modèle d'affaires différent. Et pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'un modèle d'affaires, on le voit bien dans le cas de Nespresso, un modèle d'affaires, ce n'est pas juste une structure de prix, c'est également bien des ressources, notamment des ressources humaines. Et donc, si vous prenez par exemple un commercial typique chez Nestlé, c'est quelqu'un qui sait aller vendre à une grande surface. Donc c'est quelqu'un qui sait aller négocier avec Carrefour pour vendre des très grandes quantités en négociant des pourcentages, des dixièmes de pourcent qui se traduisent derrière par évidemment des chiffres très importants. Chez Nespresso, un bon commercial, c'est quelqu'un qui va être directement face à un client dans une boutique. On voit bien que ce sont des compétences totalement différentes, des profils totalement différents. Donc un business model est toujours le reflet de l'identité de l'organisation. Et c'est l'une des raisons qui va expliquer pourquoi l'innovation de rupture est si difficile, c'est parce qu'elle nécessite de se changer soi-même, en fait, en termes de ressources, en termes de processus, de valeurs, de façon de faire, etc. Oui, donc ce n'est pas la technologie qui fait la rupture. Non. Alors, voilà, ça c'est important parce qu'on parle souvent de technologie de rupture. On s'aperçoit en fait qu'on peut avoir des changements radicaux de technologie qui ne correspondent pas à des ruptures, et inversement des ruptures qui n'ont pas d'implication technologique. Je vous donne juste deux exemples. Si vous prenez la téléphonie mobile,
la téléphonie mobile par rapport à la téléphonie fixe, c'est un changement de technologie assez radical, puisque dans un cas, on a des antennes. Voilà, tout le monde a bien conscience que la technologie pour un opérateur qui doit déployer une offre mobile est très différente de celle de la téléphonie fixe. Et pourtant, tous les opérateurs ont été capables de déployer de la téléphonie mobile, enfin en tout cas ceux qui l'ont souhaité. Donc tous les opérateurs fixes ont été capables de se déployer en mobile. Inversement, tous les opérateurs mobiles ont été assez facilement capables d'aller dans le fixe. On l'a eu en France avec Bouygues notamment, parce que le modèle d'affaires reste le même. En gros, le modèle d'affaires, c'est quoi? C'est une structure avec un investissement en capital extrêmement élevé, une structure de coût fixe très élevée. Donc c'est toutes les infrastructures que vous pouvez imaginer, de back-office, etc. Un modèle dans lequel on a beaucoup de clients que l'on facture mensuellement à l'acte. Donc on va mesurer combien de fois ils ont appelé, combien de fois ça a duré, enfin voilà, vous connaissez ça. Et donc le modèle d'affaires est le même en fait. Donc voilà, donc beaucoup de technologies radicalement différentes, et pourtant c'est le même business model, donc ce n'est pas du tout une rupture. Inversement, si vous regardez dans le domaine de l'aérien, par exemple, avec EasyJet ou Southwest Airlines aux États-Unis, on a une rupture fondamentale qui est celle du low cost, qui n'implique aucune technologie spécifique, parce que les EasyJet, Ryanair, Southwest Airlines ont strictement les mêmes technologies que les grandes compagnies comme Air France ou Air Canada, etc. Les technologies sont les mêmes, les avions sont les mêmes, etc. Et pourtant, le low cost est une vraie rupture, puisque ça correspond à une façon très différente d'utiliser les actifs que l'on a, même si les actifs, par ailleurs, sont les mêmes. Donc là, on a une situation dans laquelle on a une vraie rupture, un vrai modèle d'affaires de rupture, avec une absence totale de différenciation technologique. Donc effectivement, la rupture n'est pas nécessairement technologique. Oui, ça m'a surpris, si l'on peut dire, dans l'ouvrage, parce que considérer le low cost comme une rupture, je pense que c'est pas dans l'esprit des gens aujourd'hui. Oui. On prend ça comme un sous-produit à la limite, voilà, plutôt que comme vrai. Une innovation. C'est vrai. Alors j'ai eu ces discussions de nombreuses fois. Les gens me disent « Ah, mais la baisse des coûts, c'est pas de l'innovation. » Il y a un côté, alors surtout en France, un côté un peu intendance, où on pense effectivement que l'innovation, c'est des grands projets technologiques, des trains à grande vitesse, des avions à grande vitesse, des centrales nucléaires, etc. On a effectivement une vision de l'innovation comme quelque chose de nécessairement technologique. Et ce low cost n'est pas considéré comme de l'innovation. C'est oublier que une des grandes caractéristiques de notre système, du système capitaliste en général, c'est pas tellement d'inventer des choses, parce que d'autres systèmes ont été inventifs. L'Empire romain a été extrêmement inventif, l'Union soviétique a été inventive dans les satellites, dans le nucléaire, dans plein d'autres choses. La caractéristique du système capitaliste, c'est de démocratiser ces inventions, c'est-à-dire effectivement d'avoir un mécanisme dans lequel, et c'est l'économiste Joseph Schumpeter qui l'a observé le premier, c'est de dire la caractéristique de ce système, c'est de rendre accessible au plus grand nombre ces innovations techniques ou autres. Donc pour moi, le low cost fait entièrement partie de la sphère de l'innovation, puisque c'est une des grandes... c'est un des grands facteurs de changement et d'évolution, c'est de rendre accessible au plus grand nombre les bienfaits de l'invention humaine, que ce soit dans l'habillement, le transport, l'électronique, les voitures. Avec les voitures low cost en France, on a la Logan notamment, qui est une très grande réussite industrielle. C'est du low cost. Mais pour faire du low cost, c'est très compliqué. Ça nécessite beaucoup d'ingénierie, de changement de l'organisation, etc. C'est très compliqué de faire des choses à bas prix, parce qu'il s'agit de le faire à bas prix, pas simplement en diminuant la qualité. Évidemment, ça, on pourrait le faire en disant, si je veux diminuer mes prix, je baisse la qualité, et puis voilà. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est du bas prix avec des niveaux de qualité très exigeants. Et donc, ça nécessite en amont de l'ingénierie, de l'organisation, de revoir les processus, etc. Donc, il y a beaucoup d'innovations pour permettre, en fin de chaîne, quelque chose de low cost, mais qui répond quand même aux exigences de qualité, de performance parfois, etc., etc. Oui, alors donc c'est la rupture avec le modèle d'affaires qui fait vraiment la rupture. Et vous insistez sur ce que vous appelez les RPV.
Oui. Les ressources, processus et valeurs. Oui. Voilà, je ne voulais pas me tromper dans les mots de l'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est de dire qu'un modèle d'affaires n'est pas quelque chose de désincarné. Un modèle d'affaires d'une entreprise, c'est le reflet notamment de ces fameux RPV, donc de qui cette organisation est en termes de ressources, notamment de ressources humaines, des hommes et des femmes qui composent l'organisation, qui forment cette organisation, des processus, de ce que l'on fait pour produire ce que produit l'organisation, et des valeurs, c'est-à-dire des choses que l'on met en priorité par opposition à d'autres. Et donc, par exemple, si vous êtes Mercedes, vous avez des ressources, vous avez des ouvriers que vous formez, vous avez des processus qui sont comment vous fabriquez, comment vous concevez vos voitures, avec un positionnement, on va dire, haut de gamme, dans lequel la qualité de la voiture est très importante, dans lequel on va investir dans la formation pour que la voiture soit très haut de gamme. Et ça explique pourquoi Mercedes va trouver très difficile de faire du low cost, non pas parce qu'ils ne sont pas convaincus de l'intérêt, non pas parce qu'ils ne sauraient pas le faire, mais c'est parce que faire du low cost va nécessiter des ressources, des processus et des valeurs qui sont complètement différents de ceux de Mercedes aujourd'hui. Ça explique également, pour la même raison, pourquoi les grandes compagnies aériennes trouvent difficile de faire du low cost. Ce n'est pas qu'elles ne le savent pas, ce n'est pas qu'elles ignorent l'opportunité que ça représente, parce que le low cost, c'est quelque chose qui est profitable depuis 50 ans à peu près, hein, donc c'est bon, on le sait. Donc les compagnies aériennes ne l'ignorent pas, mais pour faire du low cost, il faut là encore créer des ressources, des processus et des valeurs qui sont totalement différents de ceux qui sont de la compagnie aérienne actuelle. Moi, j'ai fait cette expérience en parlant du low cost dans une grande compagnie aérienne européenne, et j'ai compris à quel point c'était même émotionnel, c'est-à-dire que la notion de low cost les révulsait, parce que pour eux, ils étaient attachés à une notion de qualité, de traitement du client, du fait que l'idée qu'on puisse monter dans un avion sans place attribuée, ça leur semblait, pour eux, c'était transporter du bétail, donc c'était... Est-ce qu'on avait peur surtout de l'impact sur la marque? Alors il y a ça aussi, c'est très lié, c'est la même chose, c'est de dire, nous on est une compagnie aérienne avec une image, etc. Si on fait du low cost, c'est mauvais pour l'image. On oublie que les compagnies aériennes low cost, enfin certaines d'entre elles ont une très bonne image, parce que les gens savent ce pourquoi ils payent, et c'est vrai que moi quand je vais dans EasyJet, je ne m'attends pas à un verre de jus d'orange, je ne m'attends pas à avoir un siège attribué. En revanche, j'exige qu'il y ait un certain niveau de sécurité, etc. Mais le contrat est très clair. Par contre, effectivement, quand vous êtes une compagnie aérienne, on va dire classique, eh bien, vous regardez le low cost et vous dites, ça ne correspond pas à mon image, ça ne correspond pas à la conception que j'ai du transport aérien. Et donc, on voit bien, pour revenir sur cette notion de RPV, que ces ressources, process et valeurs déterminent qui on est, et explique pourquoi c'est très difficile de se lancer dans une innovation de rupture, parce que ça revient à créer quelqu'un d'autre, en fait, de qui on est aujourd'hui en tant qu'organisation. On peut dire que l'entreprise, elle est un peu prisonnière de ces RPV. Alors, elle peut être prisonnière, effectivement. Hein. Ça, vous parliez de Kodak tout à l'heure. Le dilemme de l'innovateur, c'est exactement ça. Hein. C'est être prisonnier de ces RPV, de son business actuel. Alors, quand votre activité actuelle est en chute libre, il n'y a pas beaucoup de discussions, tout le monde est d'accord qu'il faut changer. Ça, c'est par exemple IBM en 91. IBM, son activité se dégrade assez rapidement. En 1991, ils sont à quelques mois du dépôt de bilan. Tout le monde est d'accord pour dire que leur activité actuelle, elle est fichue, donc il faut changer. Ça, c'est paradoxalement une situation facile, d'accord ? Parce que tout le monde est d'accord pour dire que votre activité actuelle n'a plus d'avenir. Le problème de Kodak, c'est qu'ils ont été en bonne santé pendant très longtemps. C'est-à-dire que leur activité actuelle a été très rentable pendant très longtemps. Et donc, effectivement, ils en étaient prisonniers parce que c'est presque impossible de mettre une croix sur un business qui est très rentable, qui est encore en croissance pendant assez longtemps. Donc, effectivement, le paradoxe, c'est que plus votre activité est en bonne santé, plus vous en êtes prisonnier. Et plus ça va être dur de répondre à la rupture. Vous allez le faire un peu parce que vous savez que la rupture est là.
mais vous n'allez jamais le faire suffisamment pour que ça vous permette de prendre un avantage décisif. Je pensais en lisant l'ouvrage aussi à la grande distribution, oui, qui en France a quand même été, on avait des acteurs majeurs et moteurs, et qui ont été un peu concurrencés par le hard discount. Oui. Ils ont essayé de se lancer dans le hard discount, mais finalement ça prend pas. Les enseignes hard discount des grandes marques n'ont jamais atteint un niveau suffisant pour concurrencer les Lidl, etc., enfin les Allemands principalement. Pour moi, c'est exactement la même problématique que les compagnies aériennes par rapport au low cost, hein, c'est-à-dire qu'on regarde l'opportunité low cost, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est très rentable, et donc on se dit, j'aimerais bien moi aussi jouer dans cette cour-là. Donc l'intérêt, il est là, la compréhension, il est là, ce sont des gens qui surveillent leur marché, donc ils le savent. Mais comme les compagnies aériennes, on ne peut pas faire du low cost avec les ressources, les processus et les valeurs actuelles, puisque le low cost va nécessiter des rotations, des espaces, des emplacements qui vont être totalement différents, va nécessiter des hommes et des femmes différents, puisque c'est des compétences différentes. Et donc on va se retrouver avec la même difficulté que l'aérien, qui est que les gens qui sont dans ces grands distributeurs vont regarder le low cost et vont se dire, moi j'ai pas envie de faire ça, parce que je suis attaché à une certaine qualité, etc. Et au fond, le vrai problème, c'est que l'innovation de rupture, ou en tout cas l'opportunité de rupture, répugne à l'acteur en place. En raison de qui il est, encore une fois, et ce que vous évoquez dans la distribution, c'est la même chose que dans l'aérien pour moi. Vous dites que l'entreprise, elle est en fait préoccupée, peut-être trop préoccupée par ses clients, oui, et pas suffisamment par les non-consommateurs, oui, que par définition, j'allais dire, elle ne connaît pas. Alors, est-ce qu'on peut développer ça? Oui, alors ça aussi, c'est un paradoxe. Et dans l'innovation de rupture, on met en lumière des paradoxes ou des effets pervers, en fait. Hein. Et un des effets pervers qu'on a aujourd'hui, c'est la fameuse orientation client. Alors, c'est un article de base, de foi aujourd'hui, de dire que l'organisation, l'entreprise, doit être orientée client. Elle doit suivre ses clients, répondre à ses demandes de clients, etc. Donc c'est une évidence, mais la difficulté de la rupture, c'est qu'elle va répondre à des besoins de gens qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle des non-consommateurs. Alors typiquement, si on reprend notre exemple du low-cost aérien, il n'y avait pas de demande pour le low-cost aérien. Quand le low-cost aérien se développe, qui achète les billets? C'est essentiellement des étudiants qui auparavant auraient pris le train. Alors on est aux États-Unis, hein, donc c'était des dizaines d'heures de train, et qui tout d'un coup, pour quelques dizaines de dollars, peuvent traverser le Texas pour un week-end. Ces étudiants n'étaient pas des clients traditionnels des compagnies aériennes, pour des raisons évidentes. Et donc, quand apparaît le low cost ne prend aucun client aux compagnies aériennes. Donc c'est sans douleur. C'est la difficulté de l'innovation de rupture, c'est qu'au début, c'est sans douleur pour les acteurs en place, puisque l'innovation de rupture va séduire des gens qui on est trop orientés clients. C'est que nos clients vont nous orienter vers l'innovation continue. En gros, ce que demande un client, c'est d'améliorer les produits actuels plus vite, moins cher, plus performants, etc. Ce qui, bien sûr, est très important. Mais les clients demandent rarement des ruptures. Hein. Personne n'a jamais demandé Internet, personne n'a jamais demandé de téléphone mobile. Les clients de Nestlé, qui étaient les grandes chaînes de distribution, n'avaient pas demandé Nespresso. D'accord ? Donc le danger, si on est exclusivement orienté client, eh bien, c'est de rater ces innovations de rupture. Donc la solution, c'est d'être un peu binaire, c'est-à-dire, bien sûr, il faut rester orienté client. Hein. Il faut que l'entreprise reste à l'écoute de ses clients, mais elle doit avoir une partie d'elle-même qui soit ce que j'appelle orientée non-client ou non-consommateur, en disant il existe des catégories de gens qui ne viennent pas chez nous parce que
c'est trop compliqué, trop cher, etc. Et donc, on peut monter des offres pour ces gens qui, aujourd'hui, ne sont pas des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas chez nous et ils ne viennent pas non plus chez nos concurrents. Hein. Ce n'est pas des clients au sens où on l'entend. Oui, alors il y a une chose qui ressort de l'ouvrage, c'est que les entreprises sont orientées clients, peut-être, j'allais dire, trop orientées clients, et elles ne se préoccupent pas des non-consommateurs, de ceux qui ne sont pas clients. Et c'est aussi ça qui fait que la rupture n'a pas lieu. Alors, voilà, la caractéristique d'une rupture, c'est de séduire ce qu'on appelle des non-consommateurs, c'est-à-dire d'intéresser des gens qui n'étaient pas consommateurs des offres actuelles. Le meilleur exemple, si on revient sur le low-cost aérien, c'est qu'au début, dans les années 70, le low-cost aérien séduit typiquement des étudiants. Les étudiants qui voulaient se déplacer ne pouvaient évidemment pas utiliser les compagnies aériennes traditionnelles pour des raisons de prix. Donc l'alternative pour eux, c'était de prendre le train. Évidemment, on est aux États-Unis, donc prenait très longtemps. Et là, tout d'un coup, pour quelques dizaines de dollars, ils peuvent traverser le Texas ou de grandes régions. Et ce qui est intéressant, c'est que les compagnies aériennes classiques ne souffrent pas au début du tout de l'arrivée du low-cost, puisque elles ne perdent pas de clients avec le low-cost. Encore une fois, puisque ce sont des non-consommateurs. Donc, leurs clients ne leur demandent pas du low-cost, et donc le risque que prend une entreprise qui est exclusivement orientée client, eh bien, c'est de rater la rupture précisément, puisque ça va séduire des gens qui ne sont pas dans son spectre aujourd'hui de clientèle. Donc la solution, c'est pour une organisation de rester bien sûr orientée client, hein, c'est-à-dire de développer l'amélioration continue de son offre en termes de performance, de prix, etc. Mais de garder une petite part de son activité pour effectivement ces non-consommateurs, c'est-à-dire des gens qui ne viendront pas aujourd'hui chez nous, mais qui seraient séduits par une offre différente. Et c'est pour ça qu'on les appelle des non-consommateurs. Est-ce que ça pourrait expliquer que la rupture, l'innovation de rupture vient surtout de start-up, de petites entreprises qui entrent sur le marché plutôt que de celles qui sont déjà installées? Alors, effectivement, ça explique, mais pas pour les raisons qu'on croit souvent, parce qu'on dit souvent que la force des start-up, c'est l'agilité, la vitesse, et en fait, pas tellement. Parce que des grands groupes peuvent être assez rapides, ce n'est pas tellement la difficulté. Le vrai avantage des startups, si on regarde le dilemme de l'innovateur, on a vu que le dilemme de l'innovateur, c'est quoi? C'est lâcher la proie pour l'ombre, c'est-à-dire je ne veux pas mettre en danger mon activité actuelle pour une rupture dont je ne sais quand même pas vraiment si elle a du potentiel. Et donc, le fait d'avoir un historique, d'avoir un business actuel, est un frein, vous l'évoquiez tout à l'heure, on en est prisonnier pour tout miser sur le futur. Le grand avantage d'une start-up, par définition, c'est qu'elle n'a pas de business historique. Donc elle n'a pas ce dilemme de l'innovateur, puisqu'elle n'est concernée que par le futur, en fait. Voilà, donc pour moi, l'avantage des start-up, et ce qui explique effectivement qu'elles soient souvent à l'origine de ces ruptures, ou qu'elles soient des nouveaux entrants, c'est que n'ayant pas de business historique, n'ayant pas d'activité actuelle, elles ne sont pas confrontées au dilemme, et donc elles n'ont pas à arbitrer entre je défends le passé ou je mise sur le futur, parce que je ne peux que miser sur le futur. Et donc leur grand avantage, c'est d'être nouvelle, en fait, et de ne pas avoir d'historique. Absolument. Et est-ce que dans ces cas-là, les grandes entreprises installées depuis des années sur un marché sont vraiment capables de rupture? Alors c'est une vraie question, je pense qu'elles le sont. On a des exemples, on a parlé de Nespresso, on a parlé de Dacia, Logan en France avec Renault, il y a pas mal d'exemples. Et ce que l'on observe, c'est que ces organisations, pour réussir cette rupture, en général, créent une entité séparée. En fait, viennent dans un mode start-up en disant on va mettre le projet d'innovation de rupture en isolation pour le protéger de l'activité actuelle et donc lui donner toutes ses chances en forme start-up. Et c'est ce qu'a fait Renault avec la Logan, effectivement, d'avoir une organisation presque entièrement séparée
géographiquement séparés, avec des équipes séparées, dédiées, etc., des usines séparées, pour que le projet arrive à ses fins, avec, là encore, des ressources, des processus et des valeurs qui sont adaptées à l'opportunité, c'est-à-dire, dans le cas d'une voiture low cost, souvent les ingénieurs ne sont pas très motivés pour aller faire du low cost. On peut l'imaginer, parce que du low cost, on ne va pas travailler sur un moteur 16 soupapes ou sur une voiture de luxe, etc. Donc, souvent, pour des ingénieurs, ce n'est pas très motivant. Mais il en existe qui se disent, moi, ça m'intéresse d'inventer une voiture qui sera moins chère, etc. Donc, c'est de trouver des gens qui sont motivés, et le mot motivation est très important, parce que il va expliquer pourquoi on va recréer cette structure séparée en mettant dans cette structure des gens qui sont motivés par cette opportunité. Certains ne le seront pas et d'autres le seront. Et une fois qu'on a ça, on a une structure de coût qui est adaptée, etc. Et on a une motivation pour réussir. Donc les grandes entreprises peuvent faire de l'innovation de rupture. L'une des conditions, effectivement, c'est qu'on soit, on va dire, en semi-autonomie ou en une certaine distance. Est-ce que vous avez, je me permets, est-ce que vous avez écrit comme pour créer une équipe de ce type-là, donc des gens motivés, mais ça nécessite quand même d'autres types de qualités pour être en mesure d'amener à fruition là, un tel projet? Est-ce qu'il y a des approches? Est-ce que vous avez écrit là-dessus dans l'effectuation ou dans d'autres ouvrages qui démontrent un peu comment structurer ce genre d'équipe ou comment bâtir une équipe selon les qualités pour arriver à travailler dans ce mode innovation? Alors, c'est un peu moins mon domaine de spécialité, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas avoir les mêmes personnes pour, je vais un peu caricaturer, mais pour gérer l'activité actuelle et pour en inventer de nouvelles. Typiquement, on aura plutôt des managers dans la première activité et des entrepreneurs dans la deuxième. Donc, on a clairement, effectivement, besoin de différencier sur l'activité actuelle le type de profil, le type de mesure de performance, le type de processus, d'organisation, etc., sur le business actuel, et puis sur des activités émergentes qui sont, là pour le coup, entrepreneuriales, dans lesquelles on aura besoin de gens qui sont plus autonomes, plus à l'aise avec l'ambiguïté. Multidisciplinaire aussi, je croirais. Multidisciplinaire, effectivement, puisque ces projets vont faire appel à des compétences qu'on ne peut pas forcément anticiper à l'avance. Et donc, le grand enjeu va être pour ces entreprises d'être capables d'avoir des gens qui sont différenciés. Ce qui est une grande difficulté, puisque dans la fameuse chasse au talent, on a tendance à avoir une espèce de profil unique dans ces organisations. Et il m'arrive très fréquemment de rencontrer ces grandes entreprises. On discute d'innovation, d'intrapreneuriat, on va mettre des programmes en route, etc. Jusqu'au moment où ils s'aperçoivent que les gens qu'ils ont recrutés ces 20 dernières années sont des bons élèves, qui sont très bien pour gérer l'activité actuelle, bien disciplinée, mais que ces entrepreneurs un peu avec des profils différents, des gens qui sont un peu hors du moule, etc., on les a pas. Et donc là, on a un gros problème. Et c'est pour ça qu'on revient très vite sur l'identité de l'organisation, le rôle de la RH notamment, tout à fait fondamental. Parce que si on n'a pas recruté ces gens, le jour où on veut faire de l'intrapreneuriat ou de l'innovation, eh bien, on n'a pas les gens pour le faire. Je me permets d'une autre question, dans le sens que c'est sûr que les exemples que vous donnez dans votre ouvrage, ce sont des grandes entreprises. Et puis souvent, c'est des exemples qu'on prend parce qu'ils ont permis de grandes réalisations, donc on peut faire de grands apprentissages. Mais pour des entreprises de plus moyenne taille ou plus petites, de pouvoir créer ou d'amener au sein de l'entreprise une dynamique d'innovation. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner aussi? Parce que c'est pas toutes les entreprises qui peuvent libérer une équipe ou former une équipe entière. Est-ce qu'il y a des idées ou est-ce qu'on peut former des comités ou travailler sur certaines bases qui permettent de stimuler quand même la discussion pour arriver
à tester des concepts ou aller plus loin éventuellement? Alors, le dilemme, en fait, il apparaît très, très vite. Moi, j'ai vu des entreprises de 200 ou 300 personnes déjà prisonnières de ça, parce que, enfin, pour les mêmes raisons, en fait. Hein, et on n'a pas besoin d'être une grande entreprise pour le vivre. Les petites entreprises, elles, ont des défis particuliers qui sont souvent les grosses contraintes de ressources. Oui. Alors, toute entreprise est contrainte par ses ressources. Je ne connais pas d'entreprise qui me disent non, non, nous, on a assez de ressources, on peut dépenser tout ce qu'on veut. J'en ai rencontré quelques-unes, mais ça devient assez rare. Mais c'est particulièrement vrai pour les petites entreprises qui sont en général avec un chef d'entreprise débordé. Et il m'arrive souvent de rencontrer qui me disent « Moi, j'ai plein d'opportunités, j'ai plein d'idées, de choses comme ça, mais je n'ai juste pas les ressources, les gens, le temps de les développer. » Donc là, il n'y a pas de solution facile, hein, puisque dans ces entreprises, l'implication du chef d'entreprise pour des projets d'innovation, elle est fondamentale. Absolument. Elle est toujours fondamentale d'ailleurs, hein. On l'oublie souvent, mais on parlait de Nespresso tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu un soutien du PDG, vous imaginez un projet qui met 21 ans pour atteindre son point mort, il faut un sacré soutien. Enfin, ça défie même le bon sens, a priori. Mais au minimum, on va leur donner votre livre. On va faire connaître votre livre pour qu'ils puissent au moins apprendre puis pouvoir saisir que ce concept-là existe, hein, de s'arrêter, prendre un petit recul puis se dire à un moment donné, il faut prévoir le coup parce qu'on peut atteindre un plateau dans notre évolution et c'est mieux d'être prêt au niveau de la pensée, sinon de l'action, pour arriver à amener d'autres offres vers sa clientèle ou créer des nouveaux clients. Oui, ben moi j'aurais une dernière question. Il y a un mot qui fait peur en France aujourd'hui, c'est presque un gros mot, c'est ubérisation. Est-ce que vous avez des conseils à donner ou des pistes à des entrepreneurs qui aujourd'hui craignent de se faire ubériser comme le disait le patron de Publicis? Alors, je ne sais pas si j'ai des conseils, mais c'est sûr que l'ubérisation, elle est réelle. Il est frappant de voir à quel point le logiciel bouleverse toutes les industries. Je ne connais pas une industrie qui ne soit pas bouleversée par le logiciel, à tel point qu'il y a eu un article dans le Wall Street Journal en 2011 par Marc Andreessen, qui était le fondateur de Netscape, et qui s'appelait « Le logiciel mange le monde ». Et que ce soit dans la construction, dans la domotique, dans l'automobile, aujourd'hui une voiture de plus en plus, c'est un ordinateur avec des roues. On l'a vu dans la téléphonie mobile qui est passée en gros d'une problématique d'électronique à une problématique de logiciel. Le logiciel mange le monde. Voilà, ça c'est un fait. Et donc, toutes les industries sont ubérisables. On l'a vu avec Airbnb, on voit bien sûr avec Uber, d'où l'expression. Là encore, quand vous êtes, par exemple, Accor Hotel, que je ne connais pas particulièrement, mais vous avez une capitalisation d'à peu près 50 milliards d'euros. Airbnb fait à peu près 35 milliards d'euros de capitalisation. Sachant qu'Airbnb a été créé il y a moins de 10 ans et Accor Hotel doit exister depuis une quarantaine d'années. Mais Accor Hotel ne peut pas concurrencer Airbnb parce que les deux business models sont totalement différents. Accor Hotel possède des hôtels physiquement en propre, donc a une consommation en capital absolument colossale. Donc la concurrence de front ne peut pas se produire. Donc si Accor Hotel se dit, en sachant que les deux peuvent réussir, d'ailleurs on peut imaginer un monde dans lequel Airbnb gagne beaucoup d'argent et Accor Hotel gagne aussi beaucoup d'argent. Mais si Accor Hotel veut attaquer Airbnb, ça passerait nécessairement par la création d'un Accor Hotel, d'une entité séparée qui serait peut-être l'équivalent d'Airbnb mais en concurrence. Mais en tout cas pas le faire au sein de son organisation actuelle, puisque ce que sait faire un grand groupe comme Accor Hotel, c'est gérer un parc immobilier gigantesque, un système de réservation mondial, etc., etc. Donc nécessairement, les modèles d'affaires sont différents.
avec ses actifs, etc. Alors que Airbnb n'a pas du tout d'actifs. Le seul actif de Airbnb, évidemment, c'est une très grosse plateforme informatique. Mais la seule solution, c'est de créer une entité séparée qui pourrait éventuellement tenter de concurrencer Airbnb, peut-être sur un modèle similaire. Excellent. Est-ce que d'autres questions? Peut-être une dernière, que je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant. C'est aussi des modèles d'affaires qui sont assez fragiles, parce que je vois par exemple, je ne sais pas quelle est la situation d'Airbnb, mais par exemple Amazon ne gagne de l'argent que depuis très peu de temps, alors que ça fait quand même des années qu'il existe. Donc quand vous disiez il faut la proie pour l'ombre, c'est qu'on est quand même vraiment là-dedans, hein, parce que je crois qu'ils viennent de gagner de l'argent que cette année, Amazon. Alors, je ne suis pas sûr parce que... Alors Amazon, c'est un vieux serpent de mer parce que ça fait très longtemps que la communauté financière s'insurge contre Amazon. Amazon, ils décident quand ils veulent gagner de l'argent, en fait, parce qu'ils investissent énormément. Et donc, le jour où ils veulent être profitables, ils n'ont qu'à décider d'investir un tout petit peu moins et ils seront profitables. Amazon, aujourd'hui, construit une machine de guerre. Moi, j'ai un ami qui a visité leur tout dernier entrepôt et il m'a dit ce qu'ils sont en train de construire, c'est absolument colossal. Une capacité à livrer un œuf d'un bout à l'autre de la planète en 24 heures, avec une précision quasi millimétrique. Enfin, donc, je ne pense pas que ces modèles soient fragiles. Je pense que ces modèles nécessitent beaucoup d'investissement. Ce sont des business à haut risque, c'est-à-dire que ce sont des paris. Certains de ces paris ne se gagnent pas. On a beaucoup discuté sur le fait que Uber ne gagne pas d'argent, mais une start-up, au début, elle ne gagne pas d'argent. La majeure partie des dépenses de Uber aujourd'hui, c'est des avocats. Puisqu'ils sont évidemment... Il y en a quelques-uns au Canada. Il y en a beaucoup au Canada. Quand ils ont levé 5 milliards de dollars, c'est essentiellement pour mettre des avocats dans toutes les villes pour avoir le droit d'opérer et qu'on ne leur tape pas trop sur la figure. Donc je ne pense pas que ces modèles soient fragiles. Je pense que ces modèles vont s'installer durablement. Il y aura peut-être de la casse, peut-être que Uber fera faillite parce qu'ils ne seront pas rentables, mais si ce n'est pas eux, ça sera d'autres acteurs. Hein. Nul n'est immortel. Ce sont clairement des jeux risqués, hein, de toute évidence. En ce qui concerne Amazon, je serais là, je pense que c'est une entreprise très, très solide qui a construit en quelques années je le disais, une machine de guerre en termes de livraison tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, Walmart, aujourd'hui, est très inquiet de la capacité de Amazon de les concurrencer sur... Ils ont certainement bien compris la question du non-consommateur avant d'autres. Ah ben ça, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'aimerais quand même revenir pour conclure, puis c'était d'excellentes questions, Patrick, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié, parce que par les questions de Patrick, vous allez vraiment avoir le sens du livre. Hein. Je pense qu'il a vraiment couvert les grandes thématiques on a couvert, du livre. Oui, effectivement. Je pense que beaucoup des éléments du livre sont dans ces questions-là. Mais j'aimerais revenir à vous, comme professeur, comme auteur, et pour nous rappeler peut-être du côté de votre premier contact avec cette approche de Christensen. Comment M. Christensen est-il arrivé dans votre vie? Et pourquoi ça a été important pour vous? Parce que si vous écrivez un livre, c'est parce qu'à quelque part, c'est quelque chose que vous soutenez. Alors effectivement, d'abord, moi j'ai été entrepreneur dans le secteur du logiciel. Je développais des logiciels pour téléphone mobile, qui est une industrie, vous le savez, où il y a beaucoup de ruptures. Donc j'ai vécu en fait l'innovation de rupture, à la fois comme start-up, donc j'ai vécu la difficulté d'être innovateur. Mes clients, qui étaient des opérateurs télécoms, des fabricants de téléphones, ont vécu eux aussi ces grandes ruptures. Donc c'est une question qui m'intéresse depuis très longtemps. Et puis un jour, il y a un ami qui m'a dit « Ah tiens, tu devrais lire ce livre ». Et c'était le premier livre de Christensen.
C'était il y a une quinzaine d'années et j'ai lu le livre, je l'ai dévoré. J'ai trouvé tout à fait, je l'ai encore, il est entièrement crayonné, souligné. Je l'ai trouvé tout à fait passionnant et voilà, depuis, j'ai commencé à écrire sur ces questions-là. Vous êtes devenu un groupie. Alors, j'irai pas jusque-là parce qu'on peut aussi être critique sur certaines limites de la théorie. Hein. Donc, comme universitaire, mon métier, c'est aussi de regarder certains concepts, de voir ce qu'ils ont de bien, d'en trouver des limites. Donc, ça, c'est vrai également pour les théories de Christiansen, hein, qui ont des exceptions, etc. Donc, c'est un travail en continu. Je pose la question un peu parce que je sais qu'au Québec, d'où je suis, là, l'approche de Christiansen est connue. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quel point je suis passée en lien avec la communauté d'affaires pour savoir ça, mais je sais qu'on discute de cette approche-là depuis un certain temps. Mais vous avez eu raison dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits en français. Non, ça c'est sûr. Parce qu'au début, quand on a fait la sélection de livres, j'hésitais un peu parce que je me sens que c'est déjà connu, ça, Christiansen, mais vous l'amenez maintenant dans la francophonie, vous amenez ce savoir-là, même si ça fait 15 ans déjà que l'approche a été développée. C'est étonnant. C'est étonnant. Donc, il y a une durée de vie à cette approche-là. Je trouvais ça intéressant dans ce sens-là. Donc, ça justifie un peu pour ma part, en tout cas, le choix du livre. Mais je n'étais pas particulièrement intéressée de savoir, comme vous, revenir à la charge avec un livre qui est déjà là sur le marché. Le contenu est déjà là sur le marché. Il y a des entrevues entre les différents contenus sur le web à ce niveau-là. Donc, j'étais un petit peu curieuse de savoir qu'est-ce qu'était votre lien plus peut-être sentimental ou intellectuello-sentimental. C'est aussi parce que avant d'écrire le livre, je présentais à des entreprises ces concepts-là et j'étais chaque fois frappé, on l'évoquait tout à l'heure, de voir à quel point les entreprises disaient « Ah bah oui, effectivement, on comprend mieux, on comprend mieux ce qui nous arrive, etc. » Et ça fait assez longtemps que je le fais et je suis à chaque fois frappé de voir qu'effectivement, ça permet de comprendre des situations qui sont dans des industries très différentes et qui pourtant font appel au même. C'est la valeur de la théorie. Hein. La valeur de la théorie, c'est de retrouver des choses dans des situations qui ont l'air différentes et en fait qui sont les mêmes. Et donc dès lors de dire, bah, vous savez, ce qui est passé dans le monde des disques durs ou dans l'aérien, eh bien c'est la même chose dans le hard discount ou dans l'automobile, etc. C'est peut-être des industries différentes, mais les mécanismes ou les phénomènes auxquels vous êtes confrontés répondent en fait aux mêmes mécanismes. Et donc je vous les explique, ça vous permet de mieux comprendre et à ce moment-là de pouvoir bâtir une réponse qui sera plus efficace connaissant en fait la nature du mécanisme. Voilà. Et donc le livre, essentiellement, ça se lit très bien, Patrick. C'est très facile à lire. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances donc peu importe le domaine d'activité, que ce soit les finances, le marketing, les technologies, on peut lire parce que c'est beaucoup axé sur les anecdotes. Hein. Donc, vous avez plusieurs anecdotes, les histoires. Oui, j'utilise beaucoup d'exemples. Non, mais ça permet de concrétiser, de comprendre les concepts, parce qu'il y a des concepts, c'est une innovation de rupture, je ne connaissais pas particulièrement l'expression, non consommateur et d'autres effectuations, si vous faites référence à ça. Il y a aussi beaucoup de références à d'autres auteurs dans votre livre, dont la théorie de stratégie Océan Bleu et d'autres ouvrages qui sont quand même des grands classiques de la littérature d'affaires aussi. Donc, c'est un livre qui se lit très bien, effectivement, et c'est la valeur, comme vous l'avez mentionné, qui nous permet d'expliquer là où on en est rendu sur le plan de l'évolution du monde des affaires. On peut se faire une tête avec ça, qu'on soit grand ou petit. Donc, ça me fait plaisir de l'ajouter à la programmation du Sommet du Livre. Merci encore une fois à Patrick de l'avoir recommandé, de me l'avoir fait découvrir et de nous avoir mis en contact. Donc, merci infiniment, Patrick. C'est très apprécié. Alors, on va clore là-dessus, à moins que vous vouliez peut-être... Non, je voulais juste vous remercier, vous dire que je suis très honoré de ce choix, que ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet qui me tient à cœur. Donc, voilà, encore merci. Beaucoup. Bon succès à vous, bonne continuité. Alors, est-ce qu'on a un scoop pour le prochain ouvrage? Non, pas encore. Je pense que la prochaine étape, c'est la traduction de ce livre-là en anglais, puisqu'il n'y a pas de synthèse des travaux de Christiansen en anglais. Je peux vous dire que c'est en cours. Ah, ben tant mieux. Voilà, vous vouliez un scoop, vous tenez-nous au courant, on vous tient au courant également. Ça marche. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, au revoir à tous. Au revoir.